Hello, bonjour et bienvenue à tous dans nos previews 2020 de la saison NFL. Un jour, une preview. Aujourd'hui, les Dallas Cowboys. À mes côtés, il y a Grégory Richard. Bonjour. Bonjour à tous. Raoul Villeroy. Bonjour. Salut. 8 victoires, 8 défaites, c'est le bilan de la saison dernière pour les Dallas Cowboys. Ils ont fait venir pendant l'intersaison Andy Dalton au poste de quarterback, Cam Erving sur la ligne offensive, Everson Griffen, Aldon Smith, Gerald McCoy qui a été coupé entre-temps sur la ligne défensive, dont Taripo aussi, Aha Clinton Dix au poste de safety et Greg Overline, le kicker, parce que c'est important, les kickers. Ils ont perdu Randall Cobb, Jason Witten, Xavier Su'a-Filo, Travis Frederick, Robert Quinn, Malik Collins, Byron Jones, le cornerback dont on va reparler à mon avis, et Jeff Heath. Du côté des choix de draft, CeeDee Lamb, le receveur et le gros choix, Trevon Diggs aussi, le cornerback, Neville Gallimore sur la ligne défensive, et puis derrière encore un cornerback avec Reggie Robinson ou le centre Tyler Biadasz. Biadasz, j'ai bien dit Biadish. Merde. Mince, pardon. C'est pas grave. Non, mais j'ai dit. Je pense pas que tu sois le seul à mal le prononcer, t'inquiète pas. Non, j'ai dit. Non, mais en fait, je m'excusais parce que j'ai dit un gros mot à l'antenne. Ah oui, d'accord, oui. Et voilà. Ah oui, ça, par contre, ça passe pas du tout. Ouais. J'essaye de garder l'antenne clean, comme on dit. Donc, les Dallas Cowboys, est-ce une équipe dans laquelle il faut vraiment croire, Raoul, ou bien est-ce qu'ils sont coincés au milieu de nulle part avec un quarterback moyen? Alors, il y a quand même un fait à prendre en compte, c'est que Dak Prescott est sous franchise tag et va se battre, entre guillemets, contre lui-même cette année pour essayer de décrocher un gros contrat. Donc peut-être que ça va lui donner un surplus de motivation, et on l'a vu, ça arrive avec les joueurs NFL que dans ce genre de situation, ils surperforment un peu. Donc pourquoi pas? Je serais pas complètement surpris que Dak Prescott fasse une bonne saison, d'autant qu'il est très bien entouré en attaque. Il a quand même un corps de receveurs avec Amari Cooper d'abord, on ne sait pas s'il sera blessé, pas blessé, on ne sait pas trop quel sera son niveau de physique, mais quand il est en forme, il est plutôt bon. La draft de CeeDee Lamb qui est intéressante aussi, Michael Gallup l'an dernier qui fait quand même 1100 yards ou quelque chose comme ça, donc voilà, c'est quand même une bonne performance. T'as Ezekiel Elliott, t'as une bonne ligne offensive. C'est plus forcément la meilleure ligne offensive, mais enfin, c'est une bonne ligne offensive en NFL. Normalement, ça a les armes pour faire, je crois, une des top 5, 10 meilleures attaques de la NFL. Ouais, il y a plein de positifs. Il y a certains trucs où je suis pas tout à fait d'accord, notamment au niveau de la ligne offensive. On en reparlera. Grégory, est-ce que tu penses qu'ils sont si armés que ça, puisque l'attaque a l'air d'être clairement le point fort qui est mis en avant par Raoul. Tiens, d'ailleurs, on peut commencer par cette question-là parce que tu connais bien CeeDee Lamb. Amari Cooper, Michael Gallup, c'est milliards chacun l'an dernier. Il y a CeeDee Lamb carrément plus. Mike McCarthy disait, on a 3 receveurs numéro 1. Est-ce que tu irais jusque là? Oui, non, CeeDee Lamb, c'est largement candidat à faire milliards sur la saison. Ouais. Ok, donc là, on a vraiment une attaque très très costaud, puisqu'on n'a même pas encore parlé d'Ezekiel Elliott, qui est un des meilleurs coureurs de la ligue. Je trouve qu'on ne met pas d'ailleurs assez en avant peut-être le nombre de ballons qu'il prend dans les airs maintenant. 77 en 2018, 54 l'an dernier. Pour vous situer, 77 en 2018, c'est exactement le même total qu'Odell Beckham. Hein. Donc, alors, c'est pas les mêmes distances. C'est pas le même tracé, mais voilà, ça donne Non, est-ce que je suis fou de penser qu'à un moment, on avait cette image très unidimensionnelle d'Ezekiel Elliott, de très très costaud qui prenait le ballon et qui allait tout droit? Non, c'est vrai que c'était un peu l'image qu'il avait peut-être au début, mais non, mais comme tu dis, si en plus il ajoute cette capacité de réception en sortie de backfield à son arsenal, il devient plus que complet. Ouais, c'est vraiment un super bon coureur. Donc, il y a des cibles, il y a un super coureur. La ligne, moi je sais pas, je trouve que c'est plus quand même la ligne offensive d'il y a 3-4 ans. Il y a Travis Frederick qui est parti. Voilà, c'est pas une mauvaise ligne. Je dis juste que c'est plus la ligne incroyable des Dallas Cowboys d'il y a 3-4 ans. Il te reste quand même Tyron Smith, Zach Martin et Lyle Collins. Oui. Qui sont. Oui, puis Connor Williams, ça n'a pas fait une mauvaise saison rookie. Travis Frederick, il n'était pas là il y a 2 ans et j'ai pas dans l'idée que ça ait transformé la O-line. C'est qui? Giolini est toujours là ou il est parti? Je sais plus. Oui, il est là. C'est peut-être le moins bon de tous. Voilà. Alors oui, après les autres, oui, c'est du niveau pour la plupart, en tout cas pour les 3 premiers qu'on a cités, c'est du niveau All Pro. Donc oui. Après voilà, je dis pas que c'est une mauvaise ligne ou qu'elle est en dessous de la moyenne. Je dis juste que
Voilà, c'est plus Je suis d'accord exactement avec le toi, top d'il y a quelques années. Justement, donc la ligne c'est ok, les receveurs c'est ok. Donc est-ce que cette saison c'est un référendum sur Dak Prescott? Bah, en tout cas, on lui a donné les armes pour, à lui de prouver que quand il a le matos, il peut amener cette équipe. Mais il a eu des bonnes saisons offensives. Après, il y a eu du moins bien aussi. Mais moi, je pense, et encore une fois, je crois que dans le coin de sa tête, le côté franchise tag va peut-être le booster un peu. Moi, j'ai du mal à comprendre. Ce bashing, le mot est peut-être un peu fort, mais j'ai du mal à comprendre les critiques qui sont émises à l'égard de Dak Prescott, parce que je peux comprendre qu'il ait un casting autour de lui qui soit quasi parfait. Maintenant, des quarterbacks qui se sont viandés avec un casting qui était quasi parfait autour d'eux, il y en a quand même eu quelques-uns. Donc, et à l'inverse, j'ai quand même l'impression que c'est un quarterback qui a l'air de progresser malgré tout. L'année dernière, il fait 30 touchdowns, 11 interceptions. Je veux dire, c'est pas non plus des statistiques infamantes pour un joueur qui certes n'est pas la star de l'équipe, mais qui, je trouve, ne fait pas perdre, en tout cas à mon sens, son équipe. Quatrième tour de draft, rappelons-le. Est-ce que je suis un sale type si je vous dis que je trouve assez ironique le fait qu'Andy Dalton se retrouve derrière lui, parce que je trouve que c'est un peu le même arc de carrière avec un joueur qui, en effet, très très bien entouré, ne fera pas perdre ton équipe, mais qui, s'il était moins entouré, porterait pas non plus ton équipe. J'oserais pas te traiter de sale type devant les auditeurs, mais je trouve que la comparaison est audacieuse quand même. Est-ce que Dak Prescott est un Andy Dalton du riche? Oh non. Oh non. Moi, j'aurais du mal à l'imaginer, j'avoue. Je sais pas. Franchement, de là à les comparer, après, voilà, bon, on sait pourquoi Andy Dalton est arrivé et on sait que les négociations se passent pas forcément du mieux possible entre Prescott et Dallas. C'est ce qui permet aussi justement aux Cowboys de récupérer pas mal de joueurs intéressants pendant cette intersaison, justement, le fait de pas forcément blinder leur quarterback tout de suite. Et il faudra voir si c'est pas aussi intéressant à terme d'un point de vue comptable. Maintenant, non, très franchement, voilà, je comparerai pas les deux hommes. Après, encore une fois, Dak Prescott est pas dans mon top 10 des quarterbacks de la ligue. Après, voilà, de là à en faire un quarterback moyen, c'est là où je te trouve un peu sévère. Mais bon, c'est disons que pas moyen, mais je trouve qu'encore une fois, il fait partie de cette catégorie de mecs solides à la Dalton. Il manque peut-être d'intensité. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que tu veux dire. Tu vois, quand on voit comment ils se sont écroulés sur la fin de la saison dernière, par exemple, j'ai du mal à me remettre de cet effacement qu'il y a eu à partir de fin novembre, où ils perdent. Je suis en train de vérifier quand même 4 de leurs 6 derniers matchs, alors qu'ils étaient quand même dans un fauteuil pour leur division. Voilà. Oui, mais c'est un contexte global aussi, et on en avait parlé en début de saison passée. C'est vrai qu'on arrivait aussi à une époque où Jason Garrett était peut-être plus forcément l'homme de la situation, où il était reconduit année après année, alors que les Cowboys étaient un petit peu, on va dire, au milieu du rang, etc. J'ai l'impression quand même cette année, et mine de rien, c'est quand même sa chance parce que il a un bon casting autour de lui, et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a souvent des head coachs qui sont très portés sur l'attaque. C'est vrai. Et des head coachs qui, bon, offensivement, on peut dire ce qu'on veut sur la relation qu'avait McCarthy avec Rodgers à Green Bay, et sur le taux d'impact, on va dire, du quarterback ou du head coach dans la réussite des Packers. Maintenant, en attendant, je veux dire, McCarthy, je pense qu'il est déjà un poil plus péchu que ce que peut apporter Garrett, et on va voir s'il peut justement booster un peu plus Prescott, qui conserve en plus son coordinateur offensif, avec Kellen Moore qui est resté dans le Texas. Et Garrett, c'est un bon coach. McCarthy, c'est un bon coach offensif qui en plus a déjà gagné un Super Bowl, puisque en théorie c'est à cause de ça c'est derrière ça qui court. Et encore une fois, je suis conscient que je suis un peu dur, au sens où quand même je parle de cet effondrement de fin de saison dernière, il se met pas à balancer des camions d'interception, il balance pas d'interception sur les 4 derniers matchs de la saison régulière, il n'est pas. Mais voilà, j'ai juste pas cette impression. C'est un bon quarterback, il est solide, s'il est bien entouré, que ça se passe bien, etc. Ouais, j'ai juste pas l'impression. Peut-être que ça va venir. Peut-être que c'est le prochain palier pour lui. C'est ça. Oui, il faut qu'il franchisse un palier où on va se dire, tiens, finalement, c'est peut-être la prochaine grosse chose, comme on aime bien dire aux États-Unis. C'est peut-être aussi la comparaison avec Andy Dalton. Là où je te trouve peut-être un peu dur, c'est qu'Andy Dalton n'a jamais vraiment progressé. Là où, comme tu le dis, Prescott, il est pas non plus hyper vieux et il a encore du temps devant lui pour s'améliorer. Il n'a pas été immonde jusque-là, loin de là. Il a même fait des bonnes saisons. Et je pense qu'il est capable, en tout cas avec les armes qu'il a aujourd'hui à Dallas, de passer un cap et peut-être lui après de passer un cap en lui-même. Non, mais après voilà, la comparaison c'est toujours un jeu dangereux, donc bien sûr, c'était pas évident. Donc vous êtes
assez chaud sur l'attaque de cette équipe de Dallas, à ce que je vois. Est-ce que vous êtes tout aussi chaud sur la défense? Parce que là, il y a quand même plus de trous, Raoul. Ah bah, là, c'est plus compliqué, ouais, effectivement. Ouais, il y a Byron Jones qui est parti, ça fait mal. Il y a quelques, en fait, il y a des petits points d'espoir à quelques endroits. Des Marcus Lawrence devant, par exemple, Van Der Esch qui est pas mauvais mais qui est un peu blessé. T'as des petites lueurs d'espoir à droite à gauche, mais de manière générale, cette défense, elle est quand même pas très reluisante. J'ai du mal à l'imaginer porter l'équipe. Voilà, on parlait hier des Steelers qui étaient plutôt portés par leur défense. Là, ça sera plutôt l'inverse à Dallas. Hein. J'attends plutôt de voir beaucoup de points marqués et en espérant moins encaisser pour avoir les victoires. Mais j'ai du mal à croire en cette défense parce qu'il y a trop il y a des petites individualités à droite à gauche, mais pas vraiment de liant. Moi, je vous le dis déjà, j'ai déjà mis la défense en entier en fait en Factor X parce que c'est ce que tu dis, Raoul. Il y a des sortes de motifs d'espoir en effet avec de Marcus Lawrence, des choses comme ça, mais derrière il y a des paris quoi. Aller chercher Aldon Smith. Alors Everson Griffen, pour moi c'est un mystère pourquoi Minnesota l'a laissé partir parce que c'est un bon joueur, donc je pense qu'il peut apporter. C'est peut-être le joueur en lui-même. On sait qu'il y avait un petit conflit, notamment lors de ses frasques extrasportives. Donc oui. C'est peut-être le joueur qui se sentait plus non plus en odeur de sainteté. C'est vrai. Après, ils étaient 9e sur les yards encaissés l'an dernier, donc c'était plutôt une défense qui faisait des stats honorables. Mais moi, j'ai peur que ça, pour le coup, ça tombe et que ça les entraîne un peu par le bas. Grégory. Franchement, il y a un point qui, moi, m'inquiète plus particulièrement du côté de Dallas. C'est plus le backfield. Et surtout le poste de cornerback. Raoul en parlait notamment avec ce départ de Byron Jones, forcément. Et c'est d'autant plus important qu'un joueur comme Chidobe Awuzie, qui est attendu comme numéro 1, sort pas d'une excellente saison en 2019. Donc, va falloir rebondir. Après, il y a un joueur comme Jordan Lewis que je trouve assez intéressant, qui était un peu plus dans le slot, mais qui, je pense, peut être un cornerback assez complet. Il y a Anthony Brown qui est là depuis plusieurs années. Trevon Diggs, le rookie, j'étais pas fan du tout. Pour moi, c'est souvent très blessé, surcoté. Non c'est souvent le blessé. Frère d'eux, non? Oui, c'est le frère de Stephen Diggs, tout à fait. Et non, mais ouais, en fait, il joue beaucoup sur la dimension athlétique, vitesse. Mais d'un point de vue technique, faut savoir que c'est un ancien receveur à la base. D'un point de vue technique, je le trouve pas sensationnel. Donc voilà, c'était tous ces points qui font que sur le poste de cornerback, je suis pas emballé. Après, franchement, moi, je suis un fan de la première heure de Mike Nolan, et je pense que très franchement, sur le run-stop, il va leur faire énormément de bien. Et c'est un coordinateur qui peut développer pas mal, notamment de defensive tackle. Il l'a fait tout au long de sa carrière. Et je suivrai notamment sa manière de développer des profils comme Tristan Hill, qui reste quand même assez jeune dans cet effectif. Et surtout Neville Gallimore, le rookie d'Oklahoma, qui a été drafté un petit peu plus bas. J'attends de voir ce que ça peut donner, justement, avec les fameux pass rushers un peu vétérans que sont Marcus Lawrence et Everson Griffen. Dans une moindre mesure, Aldon Smith, mais bon, ça fait un petit moment qu'il a pas joué. Oui. Le squad de linebacker, c'est quand même costaud, avec notamment Van Der Esch et Smith. Donc franchement, le reste me choque pas plus que ça, mais oui, il y a quand même ce poste de cornerback où contre des équipes très armées dans le domaine aérien, et il y en a de plus en plus en NFL, ça peut quand même coincer si le pass rush n'est pas efficace. Van Der Esch et Smith, je les adore, mais il faut leur souhaiter la santé. Parce que Shunley derrière, c'est pas Iron Man non plus. Hein. Ah bah non, mais bon. Mais c'est pour ça, j'insiste plus sur le premier rideau. Mais encore une fois, ils ont quand même les linebackers qui peuvent apporter une certaine intensité et qui peuvent amasser un certain nombre de plaquages. C'était notre Factor X, on l'a dit à tous les deux, Raoul, la défense. Greg, ce serait quoi le tien? Factor X. J'essaye de voir. J'aurais presque envie de te dire kicker juste pour parler de Greg The Warline parce que c'est vrai que c'est pas un poste dont on parle énormément. Il y a eu pas mal de déficiences l'année dernière avec notamment Brett Maher qui a été remercié entre-temps. Je pense que mettre la main sur un des meilleurs kickers de la ligue, ça aussi, c'est quand même pas quelque chose de négligeable pour les Cowboys et ça peut leur permettre en effet de gagner des matchs qu'ils ne gagnaient pas en l'occurrence l'année dernière, notamment lors de la fameuse période délicate dont tu parlais. Et voilà, c'est les équipes spéciales en général et plus spécifiquement le jeu au pied et notamment le poste de kicker. C'est quelque chose qui, je pense, sera surveillé du côté de Dallas parce que ça peut leur faire le plus grand bien pour éventuellement voir encore plus grand.
Le programme, il commence par un déplacement chez les Rams, ensuite ils reçoivent les Falcons, ils vont à Seattle, ils reçoivent les Browns, ils reçoivent les Giants, ils reçoivent les Cardinals, déplacement ensuite à Washington et Philadelphie, réception des Steelers, semaine de repos en semaine 10, déplacement dans le Minnesota, réception de Washington, déplacement ensuite à Baltimore et Cincinnati, réception de San Francisco puis de Philadelphie, et on termine à New York chez les Giants. Évidemment, la bonne opposition de la NFC Est où on se bat dans la boue en fin d'année pour terminer à 8-8 et aller en play-off. Du coup, c'est Raoul qui parle en premier. Allez, Raoul, ton prono. Tu vois, j'avais dit que j'éviterais de m'enflammer trop après. Bon, je veux pas vous spoiler, mais je les verrais bien à 10. 10 victoires, ça me paraît pas impossible. Il y a des victoires prenables en NFC Est. C'est pas une enflammade, je croyais que t'allais me dire 13, moi. Ah non, quand même pas. Non, mais 10, ouais, et même 11, allez, 11, voilà. 11. Comme ça, je fais genre, je m'enflamme un peu. Greg. Je les vois bien à 12. Ah ouais. Ils peuvent monter à 13. Moi qui voulais. Ah ouais. Non, franchement, je les trouve complets et paradoxalement, je trouve que dans la NFC Est, qui me paraît pas fabuleuse, alors, notamment les Giants et les feux Redskins en reconstruction. Alors, si pas fabuleuse, c'est ton mot poli pour dire pourri, oui. Non, mais je sais pas beaucoup, il a raison. C'est une situation qui peut permettre à Dallas, ne serait-ce que sur cette double confrontation, d'être à 4-0. Ah bah, ils peuvent même être à 5-1 en prenant 1 sur les Eagles. C'est déjà là, t'as ta division qui est quasi gagnée, quoi. C'est la division de l'enfer. C'est la pire division de la NFL. Je parlais points faibles, cornerback. Bon, les Eagles, on va voir, ils vont peut-être rebondir dans ce secteur-là, mais contre les receveurs de Philadelphie, voilà. Bon. Oui, non, mais ça commence contre les Rams et Atlanta. Je pense que ça peut faire 2-0. Seattle. Non, pas contre Atlanta. J'en étais sûr. Seattle, je sais pas. 2-3. Derrière Giants, ça prend. En fait, ils peuvent avoir un début de saison qui les porte. Tu sais quoi? J'ai même pas besoin de regarder. C'est la NFCS, donc ils vont en gagner 9 en se qualifiant pour les playoffs à la dernière journée avec celui des Eagles ou des Giants qui aura réussi à survivre jusqu'à 8-8. Non. Et mais si, c'est la NFCS. Mais Alain, les autres, ils feront jamais 8. On rappelle que Dallas, ils ont quand même fini premier de la NFC en 2016. C'est pas hier, mais bon, c'est pas non plus il y a 10 ans. Hein. C'est l'année rookie de Prescott et Elliott. Je crois que c'est ça, ouais. Il y a 2 confinements ou un truc comme ça. C'est hyper bien. Ah, d'accord. Non, mais alors attends, regarde, j'ai dit 9. Alors, on va dire, ça bat les Rams et Atlanta. Ça perd à Seattle. Ça perd contre les Browns. Ça bat les Giants. Ça perd contre les Browns. Déjà, on arrête tout. Sur une folie, ça perd contre les Browns. Ça dit, c'est possible. Hein, ah bah oui, ça fait 2. J'ai pas fait la preview, mais Cleveland, c'est tellement imprévisible cette année. Voilà, ça fait 2. Les Giants, les Cardinals, allez, on va dire ça gagne. Ça fait 4. Washington 5, Philadelphie, on va dire qu'ils split les 2 matchs. Allez, donc je vais pas leur donner celui-là. Pittsburgh, ça perd. Minnesota, ça peut perdre. Washington, ça gagne, ça fait 6. Baltimore, ça perd. Cincinnati, ça gagne, ça fait 7. San Francisco, ça perd. Philadelphie et les Giants pour gagner à la fin, 9. Ouais, moi, je donne le Browns et je pense que j'en donne un. Peut-être tu vois genre les Seahawks ou les Steelers ou les Steelers ouais c'est pas surtout que c'est à Dallas encore une fois l'avantage de domicile extérieur cette année tout est relatif. Ce sera fini à ce moment-là mais bon quand même c'est pas gagné d'avance non plus pour les Steelers hein. Non mais bon c'est à la louche mais après ils sont clairement favoris de leur division parce que au moins par défaut donc, par défaut on est d'accord. Donc en fait j'aime bien parce que du coup à 10 victoires Raoul est conservateur et à 12 je m'enflamme. C'est ça. Moi j'ai dit 11. Donc il est à 11. Il est à 9 pardon. Il y a des seuils symboliques comme ça. Au-dessus de 11 c'est de l'enflammade. D'accord, très bien. C'est comme ça que se termine la preview des Cowboys. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu. Pour nous suivre, vous avez l'habitude, Twitter et Facebook, c'est @TDActu, Instagram @TouchdownActu. En entier, le site tdactu.com pour toute l'actu de la NFL. Merci Raoul, merci Grégory. À demain pour une nouvelle preview. Dallas Cowboys. We are the Cowboys. Super coach, super team. Lean, hard, hungry, ugly, and mean. So get down, y'all. Dallas Cowboys. Cowboy football.